groupe Génie de la construction, porté par Pascal Barilou depuis une dizaine d'années, et du groupe immobilier porté par moi. On est tous les deux des alumni des mines d'Alès, du XXe siècle, des mines d'Alès donc. Vous trouverez aussi sur le site IMT Minales Alumni des infos sur ce groupe professionnel. A priori, vous vous êtes déjà inscrit, mais bon, peut-être que si vous voulez plus de détails. Et puis, vous pouvez aussi contacter Chantal Farr, notre fée chez Minales Alumni, ou bien tout bêtement nous contacter Pascal ou moi. Comme l'ensemble des groupes professionnels, le groupe Construction et Aménagement a pour ambition de partager des connaissances, des expériences, des expertises, d'échanger sur les sujets d'ingénierie comme les matériaux, le développement d'une opération immobilière, l'énergie et aujourd'hui la filière bois. Donc c'est Maxime Delot, qui est aussi un alumni d'Alès 2011, puis alumni de tas d'autres choses aussi. Vous pouvez aller consulter aussi son CV. Donc Maxime a la gentillesse de nous proposer un éclairage sur les enjeux de la construction bois en termes d'opportunités, de contraintes, d'incertitudes aussi. C'est donc pas un webinaire comme on a l'habitude de voir sur les techniques de construction bois. C'est pas non plus un plaidoyer en faveur du bois ou contre, ou, enfin, on n'en sait rien. On ne fait pas de politique, on veut juste un état des lieux qui nous permet à tous d'avoir un aperçu objectif et nous permettre de prendre du recul si on était déjà dans le domaine de la construction bois. Voilà, j'arrête là. Il faut laisser la parole à Maxime. Donc, bon webinaire à toutes et tous. Et puis, à Maxime, à toi de jouer. Merci beaucoup, Florence, pour cette super introduction. Et donc, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Hop là. Alors, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que l'opération partage d'écran a bien fonctionné, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, merci. Ok, super, merci. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de la construction bois, un enjeu de filière, comment appréhender le positionnement de la ressource bois dans le secteur de la construction. Donc là, ça implique de se plonger un petit peu plus en profondeur sur le sujet de la ressource bois et de son fonctionnement d'une manière générale. Alors, je vous propose d'avancer sur cette pièce en 3 actes. D'abord, on va parler un petit peu de la forêt. On va essayer de comprendre quels enjeux pour la forêt, comment elle fonctionne. La forêt, c'est une dynamique vivante. On va essayer de se dresser un portrait de la forêt française. Dans le 2e acte, on va essayer de comprendre la filière bois, donc de viser un portrait assez fidèle de la filière, de voir ses trajectoires, comment se positionne la construction bois à l'intérieur de cette filière, et enfin regarder dans un 3e temps le logement avec les orientations politiques, les outils opérationnels de déploiement et d'éventuelles perspectives pour la construction hors site. Alors, premier acte, la forêt. Quels enjeux pour la forêt? Donc, tout le monde connaît les 9 limites planétaires. Donc, c'est intéressant de mesurer combien la forêt d'une manière générale, est impacté en fait par les perturbations climatiques sur les différentes limites planétaires. Donc on voit que sur les 9 limites planétaires, il y a principalement 4 limites qui sont l'utilisation du cycle de l'eau douce, le changement climatique au sens du réchauffement, l'érosion de la biodiversité et enfin les changements d'usage des sols qui viennent directement impacter le fonctionnement des forêts. Donc, c'est 4 limites sur 9. Enfin, petit point important pour essayer de se refixer un peu quelques ordres de grandeur, on va voir que la forêt, elle est un acteur vachement important du point de vue du stockage de CO2 notamment. Donc c'est important de comprendre qu'on est passé en 1850 de 280 parties par million à 400 parties par million aujourd'hui, que ça représente une augmentation de 42% en 170 ans. Et l'autre point qui est important à considérer, c'est que sur la dernière décennie, on a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère de 2 parties par million par an, alors que c'était de 0,5 parties par million par an il y a 50 ans. Donc il y a une véritable accélération
de l'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on voit bien sur ce petit graphique-là, un peu récapitulatif, les pas qu'on a franchis successivement au cours de ces 2 derniers siècles. Alors pareil, pour essayer toujours d'avoir quelques ordres de grandeur assez basiques, c'est globalement 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis par an avec la combustion d'énergie fossile et puis la déforestation. Et pour se fixer un petit peu une image, un volcan, ce que produisent 1500 volcans terrestres et sous-marins réunis, c'est 360 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, vous voyez qu'on est très très loin. Et là, on va essayer de reboucler avec la forêt. Donc, on a vu 40 milliards de tonnes de CO2 par an liées à l'activité humaine directement. Les forêts, donc, qui sont des éléments clés du système climatique. À ce stade, dans le domaine de la recherche, on estime à 7,6 milliards de tonnes la quantité de CO2 que la forêt elle absorbe chaque année. Et donc, une fois absorbé, le CO2 il va être stocké dans les milieux forestiers et donc il sera relâché dans l'atmosphère que dans le cadre d'une perturbation qui va être naturelle ou humaine, des tempêtes, des feux de forêt, des coupes rases ou des perturbations importantes. Comment ça marche le CO2 dans la forêt? Alors bon, là, on rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment ça marche. Globalement, il y a une partie importante du CO2 qui va se trouver absorbée dans ce qu'on appelle la biomasse vivante, et une autre grosse partie du CO2 qui va être stockée dans la matière organique du sol. Et puis après, le reste, ça reste un petit peu plus à la marge. Et donc, on voit que la libération du CO2, elle se fait lors d'une perturbation. Donc là, lors d'une perturbation, donc là, on voit dans l'image un arbre qui est tombé. Donc, ça va être une tempête, un feu de forêt, par exemple. Alors, maintenant qu'on a quantifié un petit peu et identifié un petit peu le positionnement de la forêt dans le sujet climat, on va essayer de comprendre un petit peu comment elle marche. Donc la forêt est une dynamique vivante. Alors un arbre, comment ça marche? Donc la forêt, elle est caractérisée par des interrelations qui sont complexes entre végétation, faune, champignons et micro-organismes. Ça, c'est vachement important, c'est-à-dire que la forêt, c'est pas juste des arbres qui sont les uns à côté des autres, juste ça ne fonctionnerait pas. En fait, c'est tout un écosystème qui fait l'existence d'une forêt et la venue à maturité des arbres dans la forêt. Et un arbre, ça se compose globalement, alors c'est peut-être un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même important de bien le capter. C'est un feuillage, des branches, un tronc et des racines. Et dans un langage un petit peu plus forestier, toute la partie supérieure de l'arbre, c'est ce qu'on appelle le houppier, c'est ce qui va assurer la nutrition de l'arbre via la photosynthèse. Le fût, qui assure le lien donc, entre les feuilles et les racines, c'est globalement ce qui va être ciblé pour des usages à destination de bois d'œuvre particulièrement. Et enfin, les racines qui assurent évidemment la stabilité et puis qui captent l'eau dans le sol et les nutriments qui sont nécessaires à la photosynthèse. La forêt, c'est une surface dont le fonctionnement et la composition des espèces sont ordonnés par un ensemble d'arbres. Alors, petit point d'explication sur la photosynthèse, donc parce que c'est ce qui fait un petit peu le lien entre justement le sujet du CO2 et puis le sujet de la forêt. Donc la photosynthèse, c'est ce qui fournit l'énergie vitale à la plante grâce à la chlorophylle qui est contenue dans les feuilles. Et en fait, elle permet de transformer l'eau qu'on absorbe, que l'arbre absorbe dans le sol, et puis le CO2 qui est capté dans l'air, comme on le voit vachement bien sur ce petit schéma, et
donc l'eau et le CO2 vont être transformés en sucre et en oxygène grâce à la lumière du soleil. Et donc là, vous voyez la réaction chimique qui caractérise la photosynthèse. Donc globalement, c'est du CO2 plus de l'eau qui donne du glucose plus de l'oxygène. Donc les forêts sont constituées d'une mosaïque de milieux qui évoluent dans le temps et l'espace selon des logiques de succession écologique. Alors ça, c'est une dimension qui est importante, la dimension de succession écologique, parce que c'est ce qui va caractériser globalement le cycle des forêts. Donc, on voit là sur le schéma qui est en dessous, donc des milieux au vert qui deviennent progressivement des milieux, ce qu'on appelle des paysages herbacés, puis buissonnants. Donc, voilà, paysages herbacés, ça va être les prairies et les landes, qui deviennent des petites formations arbustives, et puis des forêts matures, des forêts de grands arbres. Donc, là, il y a une notion qui est importante à toucher du doigt, c'est la notion d'échelle de temps. Donc là, vous voyez sur le schéma qui est à droite, ça dépasse le cycle de vie. Le cycle de vie de la forêt, en fait, ça dépasse le cycle de vie de l'arbre. On a, je pense, tous dans l'image... dans l'inconscient que le cycle de vie d'un arbre, c'est de l'ordre du siècle, voire 2 siècles, pour certains grands arbres. Alors, c'est juste pour l'arbre, mais c'est très faux pour la forêt, à l'intérieur duquel peut grandir ce grand arbre. En fait, le cycle de vie de la forêt, c'est entre 500 et 700 ans. Et ça intègre chacune des dimensions de ce cycle, où on voit donc, si on part de la régénération ou de la génération, si on imaginait qu'on partait de rien, ensuite on a une étape de croissance, puis une étape de maturité, qui est suivie d'une étape de vieillissement, puis d'effondrement et de régénération, etc., etc. Et en fait, la diversité des espaces à l'intérieur de la forêt veut qu'on va retrouver globalement tous ces états de la forêt à l'intérieur d'un même espace. Et donc les forêts, de ce point de vue-là, c'est pas un système homogène, elles comportent des îlots à différents stades de croissance. Bon, je passe assez vite, mais voilà rapidement les types de milieux qu'on va retrouver dans une forêt. Donc des zones humides, des clairières, des landes, des bosquets, des vieilles forêts. Un autre point qui est important à considérer quand on parle de la forêt, c'est la biodiversité. La forêt, c'est le milieu terrestre qui abrite et nourrit le plus d'êtres vivants. 80% de la biodiversité terrestre mondiale est présente dans les forêts. Donc ça représente 95% des espèces d'arbres, 80% des espèces d'amphibiens, 75% des espèces d'oiseaux et 2/3 de la diversité animale. Alors, évidemment, toutes les forêts, elles ne présentent pas la même biodiversité, et donc ça va dépendre globalement de ces trois grandes composantes, la latitude, le type de forêt, et enfin le degré d'intervention humaine, quoi. Bon, par ailleurs, ça peut paraître aussi assez évident, mais l'âge de la forêt, elle va contribuer évidemment à la richesse de la biodiversité pour 2 grandes raisons. Plus de 30% des espèces forestières, animales ou végétales, elles vont dépendre des vieux arbres et du bois mort. Et enfin, les vieilles forêts ont une plus grande diversité de strates et de structures qui représentent des habitats variés. Et donc, évidemment, on y retrouvera beaucoup plus d'espèces vivantes. Alors voilà, ça c'est pareil, je pense qu'on a tous un rapport plus ou moins familier à la forêt, mais j'imagine que peu d'entre vous ont croisé un bison d'Europe en se promenant tranquillement dans la forêt. Pour autant, un écosystème forestier tempéré, âgé, doit pouvoir normalement abriter ces grandes espèces-là. Et donc, pour prendre un exemple où ça existe effectivement, la forêt primaire de Białowieża en Pologne,
elle regroupe l'ensemble de ces petits et grands mammifères. Quelques mots sur la forêt et puis le cycle de l'eau. Donc la forêt, elle joue un rôle majeur dans le cycle de l'eau, via branchage, tapis forestier et puis racines des arbres. L'eau qui n'est ni stockée dans le sol, ni absorbée par les racines, elle s'infiltre dans les nappes phréatiques. Tout le système de filtration et de récupération de l'eau en forêt permet à une eau de bonne qualité de rejoindre les cours d'eau de surface et les cours d'eau souterrains. Donc là, on voit un petit peu comment est-ce que ça marche. Donc des précipitations, de la transpiration, de l'évaporation des sols, le prélèvement, d'abord dans les couches superficielles, puis dans les nappes phréatiques, les écoulements souterrains, le ruissellement et donc l'évaporation des sols, je l'ai déjà dit. Mais voilà un petit peu comment est régi le cycle de l'eau dans un milieu forestier. Et donc, il faut comprendre qu'un milieu forestier, il va largement participer à déjà un traitement naturel, de l'eau, et à une épuration quelque part de l'eau, à une stabilisation des sols et à une captation en fait de l'eau dans les nappes. Enfin, la forêt est un espace multifonctionnel. Alors ça, c'est pareil, c'est une notion qui est assez essentielle quand on parle de la forêt. Les forêts sont des espaces où se croisent diverses activités, alors qu'il s'agisse d'activités économiques comme la production de bois, qu'il s'agisse d'activités culture, bien-être et loisirs, hein, comme nous quand on va se promener ou je sais pas moi, randonner, de préservation de la biodiversité. Et en fait, il faut éviter les conflits d'usage, c'est-à-dire que tout ça, l'enjeu de la forêt, c'est que ça puisse exister conjointement. Bon voilà, donc là après, deux visions un petit peu, les forêts territoires qui doivent permettre de rassembler toutes les activités humaines et les forêts écosystèmes qui doivent permettre de rassembler toutes les activités naturelles. Donc ça, c'est un petit peu deux visions de la forêt qu'il faut essayer de faire se rassembler ou alors de faire exister dans des espaces géographiques différents. Voilà. Donc là, on passe à la dernière partie. On va rentrer de façon un petit peu plus ciblée sur la forêt française. Alors, j'ai trouvé intéressant de vous partager ces graphiques parce que moi, c'est ceux que j'ai vus et qu'on m'a montré pendant très très longtemps. Et pendant très très longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est génial de travailler avec la ressource bois parce que tout va bien. On est passé de 8,9 millions d'hectares en 1840 à 17,3 millions d'hectares de surface forestière en 2022. Donc, ça ne fait que croître, c'est absolument merveilleux. Et un beau jour, il y a quelque chose qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille en me disant, donc dans des revues scientifiques où on rapportait que la forêt était en train de diviser par deux sa capacité de stockage de carbone. Et on se dit, mais c'est quand même pas possible qu'une surface forestière qui croît à cette vitesse et depuis aussi longtemps soit en baisse de sa capacité de stockage, ou alors il y a quelque chose qui est absolument incompréhensible, quoi, où le rendement de la photosynthèse a considérablement chuté pour une raison X ou Y, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est que, c'est pour ça qu'on a fait ce petit chemin jusque-là, c'est qu'on ne parle pas de la bonne échelle de temps. Alors sur le graphique de droite, vous voyez l'évolution du volume de bois total, feuillus et conifères, durant les 30 dernières années, donc qui recoupe franchement bien avec le volume d'augmentation de la surface forestière. C'est-à-dire que l'augmentation de la surface forestière s'accompagne bien d'une augmentation du volume de bois dans les forêts. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est l'échelle de temps. On a vu que là, on est sur une échelle de temps
de 1840 à 2022 de l'ordre de 2 siècles, et on a vu précédemment que en fait, le cycle de la forêt, c'est un cycle qui est plutôt autour de 5 à 700 ans. Et donc, quand on essaye de se replonger un tout petit peu plus loin dans l'histoire des hommes et de la forêt, ben on se rend compte que déjà, les usages du bois ont bien changé. Hein, la préhistoire, c'était se chauffer, habiter, survivre, armes et quelques outils pour l'agriculture. À l'Antiquité, c'était habiter, les premières charpentes, les outils de transmission de force mécanique avec vent, l'eau et les forces hypomotrices. Au Moyen-Âge, apparition du compagnonnage temps des bâtisseurs. Donc là, on a un usage un petit peu plus intense du bois, notamment dans la construction. Ensuite, on a, à partir du 15e siècle, le temps fort de la marine, guerre, exploration, commerce maritime, avec Colbert, le premier code forestier. Donc là, on a une vraie intensification des usages du bois à cette époque-là, avec évidemment des déforestations qui sont assez importantes. Et puis enfin, la révolution industrielle, où on va retrouver le bois beaucoup dans l'alimentation des hauts fourneaux et dans le secteur de la construction. Et donc là, on a une chute absolument considérable de la forêt. Et c'est le début en parallèle de la sylviculture, parce que là, on est obligé de se pencher sur les questions de plantation et comment on fait en fait pour avoir une ressource qui vient pas, qui devient pas complètement inexistante. Donc en fait, on était habitué à regarder que cette petite partie en bleu, et on a un peu oublié ce qui s'était passé avant, et ça, c'était pas forcément génial. Donc là, vous voyez, sur un autre graphique, là où c'est un petit peu plus parlant, parce que là, mon échelle, elle n'est pas linéaire. Mais sur une échelle linéaire, on se rend compte qu'on a une chute qui est très, très, très forte de la surface forestière dans un temps très court. Alors là, c'est un autre petit graphique qui image à peu près la même chose et qui recroise, alors évidemment, on parle de la France, mais qui recroise, vous voyez, en noir la population et en pointillé la surface forestière. Et on voit que l'un a un peu tendance à chasser l'autre. Et on voit que l'augmentation de la population, pour l'instant, c'est pas forcément bien marié avec la surface de la forêt. Rapidement sur la composition de la forêt, pareil, pour essayer de savoir un petit peu de quoi on parle. Aujourd'hui, donc on a dit c'est 17,3 millions d'hectares en France, la forêt. C'est 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied, et donc qui sont répartis en 1,8 milliard de mètres cubes de feuillus, hein, donc vous voyez là la liste des feuillus, les chênes sessiles, chênes pédonculés, le hêtre, le châtaignier, le charme, le chêne pubescent, le frêne, le chêne vert, bon, quelques autres feuillus, et après, pas tout à fait 1 milliard de conifères. Et donc on va retrouver dans les principaux conifères qui sont présents en France, le Douglas, le pin maritime, le pin sylvestre, l'épicéa commun et puis le sapin pectiné. Alors ça, c'est une image qui, à mon avis, est peut-être la plus intéressante de tout ce dont on parle en termes d'enjeux pour la forêt. Là, vous voyez sur la carte de gauche, alors globalement, ces cartes, elles présentent une répartition des essences d'arbres en Europe. Et donc, vous voyez sur la carte de gauche un état actuel, et sur la carte de droite, une prévision dans 100 ans pour un scénario de réchauffement modéré du climat. Et donc là, on voit qu'en fait, dans un horizon de 100 ans, ce qui est un temps très très court du point de vue du cycle de la forêt, on se rappelle, c'est 5 à 700 ans le cycle de la forêt. C'est-à-dire que dans 100 ans, en fait, il y a quasiment plus une essence d'arbres qui existe actuellement dans
dans notre pays, avec un scénario de réchauffement modéré qui est susceptible d'être présente sur le territoire dans les forêts. Et donc là, vous voyez, en termes d'essence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait ce qui est là appelé dans une famille pin d'Europe centrale, du hêtre, beaucoup, du chêne d'Europe centrale, un peu d'épicéa, un peu de bouleau, très peu de chêne méditerranéen. Et là, vous voyez que dans le graphe, dans la carte de droite, la France est quasiment recouverte de chêne méditerranéen et pin méditerranéen. Donc ça nous amène au sujet de la mortalité des bois. On voit une augmentation, on est passé de 7,4 millions de mètres cubes de bois morts par an. Enfin, c'est calculé sur des périodes, vous voyez, de 2005 à 2013, à 13,1 millions de mètres cubes de bois morts de 2013 à 2021. Donc les peuplements dépérissants, ils représentent actuellement un volume de bois sur pied de 110 millions de mètres cubes. Alors voilà un petit peu comment on définit la mortalité et les bois dépérissants. C'est globalement à partir du moment où un arbre soit est mort depuis moins de 5 ans, soit porte plus de 50% de branches mortes dans la partie haute du houppier, quoi. Donc là, on considère que l'arbre est dépérissant. Et cette forêt, à qui elle appartient? Donc on a vu, c'est 17,3 millions d'hectares, la forêt française, et les 3/4 de la forêt, donc 13 millions d'hectares, appartiennent à des propriétaires privés. Et seulement 3,1 millions d'hectares font l'objet de ce qu'on appelle un plan simple de gestion, donc 18% de la forêt française. Et enfin, le quart restant, c'est de la forêt publique. Et donc, cette forêt publique, ça va être globalement des forêts domaniales et des forêts communales. Alors, pour le détail, si ça intéresse, 1,5 million d'hectares pour les forêts domaniales et 2,8 millions d'hectares pour les forêts communales. Alors, quelle question ça pose? Ça c'est pareil, c'est une donnée qui est fondamentale quand on s'intéresse à la ressource bois et à la forêt d'une façon générale. C'est que ça montre la difficulté qu'on peut avoir pour faire adopter une politique commune d'exploitation, de transformation ou une trajectoire à une telle diversité de propriétaires de la forêt. Donc en France métropolitaine, le volume annuel des prélèvements, il est en moyenne de 51,4 millions de mètres cubes par an. Et il est globalement en hausse, puisque vous voyez, sur 2005-2013, on était plutôt à 47,2 millions de mètres cubes. Là, pareil, autre donnée qui n'est pas idiote à rapporter, c'est qu'on voit que on a vu tout à l'heure qu'on avait plutôt beaucoup plus de feuillus que de conifères. Pour autant, on exploite plus de conifères que de feuillus. Vous voyez, là, sur les 51,4 millions de mètres cubes qui sont prélevés, il y a 23,5 millions de mètres cubes de feuillus et 27,9 millions de conifères. Ça veut dire que là, voilà, on peut discuter cette proportion-là. Alors là, on passe à la deuxième partie sur la filière forêt-bois. Donc le portrait d'une filière. Alors d'abord, la filière forêt-bois, en termes d'ordre de grandeur macroéconomique, c'est une petite filière. 27,6 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est 1,1% du PIB de 2021, 416 000 emplois en équivalent temps plein, ça fait 1,38% de la population en emploi
et 12,4% des emplois des filières à base industrielle. En 5 ans, de 2016 à 2021, la filière elle a quand même augmenté de 3 milliards sa valeur ajoutée et créé 43 000 emplois. Alors, comment... Maxime, oui. On a passé, il reste une dizaine de minutes là. J'ai dû me reconnecter parce que je n'arrivais pas à reprendre le micro. Ouais. Donc voilà, je te laisse continuer. C'est juste pour te rappeler le timing. On est timé, voilà. Merci. Ok, ça marche, ouais, merci. Donc globalement, la filière, elle est organisée de cette façon-là. Depuis la forêt, elle va redistribuer 3 grands canaux industriels. Le bois d'œuvre, donc majoritairement à destination de la construction. Le bois industrie, donc pareil, pour faire des grandes images, c'est globalement les usines de panneaux et puis la pâte à papier. Et enfin, le chauffage. Alors, qu'est-ce que ça pèse? Donc, on voit là la valeur ajoutée des activités par marché de destination finale. Bon, ça donne une image rapide. On voit que la construction représente quand même la part la plus importante. Ensuite, on voit le meuble, les emballages bois et carton, l'énergie et produits de consommation courante. Bon, je passe un petit peu vite là-dessus si on veut rester dans le timing. En France, le volume annuel des prélèvements qu'on a vu tout à l'heure de 51,4 millions de mètres cubes de bois, il se répartit donc à 59% pour le bois d'œuvre, à 27% pour le bois industrie et enfin à 84% pour le bois énergie. Donc ça, c'est la part du bois français dans la production de biens de consommation finale. Ça veut dire que dans l'ensemble du bois d'œuvre, c'est 59% de bois français, dans l'ensemble du bois industrie, c'est 27% de bois français, et dans l'ensemble du bois énergie, c'est 84% de bois français. Et donc ça, on le retrouve dans ce diagramme. Alors, c'est ce qu'on appelle des diagrammes de Sankey. On n'est pas forcément habitué à regarder des diagrammes de cette nature-là, mais ils reprennent en fait l'ensemble de ces données en partant de quelque part de la forêt et en arrivant vers les marchés de destination finale. Et donc là, on voit un petit peu, 63%, donc commençons par le haut, 33,4 millions de mètres cubes équivalent bois rond employés en France. Là-dedans, 63% produits et récoltés en France, 37% importés en France. Donc ça fait une importation de 12,5 millions de mètres cubes. On exporte du volume produit et récolté en France à peu près 18%, donc 6 millions de mètres cubes. Et on fait une consommation finale française de 27,4 millions de mètres cubes. Et l'autre donnée qui est importante, c'est la transformation. Il y a 26,8 millions de mètres cubes, donc indépendamment importés ou récoltés en France, qui est transformé en France, au moins une fois. Voilà, ça a le mérite d'essayer de dresser un portrait à peu près complet depuis la forêt jusqu'à la destination et de façon assez simple. Bon, alors peut-être que là, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail. Voilà. Pour synthétiser un petit peu tout ce premier volet, dans la forêt, on a l'habitude de parler des 3 S pour contribuer à l'adaptation au changement climatique. Le premier S, c'est la séquestration du carbone. La forêt, donc, elle séquestre du CO2 grâce à la photosynthèse et elle le stocke dans les feuilles, les branches, les troncs, les racines et le sol. Le deuxième S, c'est le stockage du carbone. Donc le CO2, lui, il reste stocké dans les produits en bois pendant toute la durée de vie des produits, que ce soit le bois d'œuvre, meubles, objets, etc. Et enfin, la substitution de matériaux, c'est-à-dire que le bois bien utilisé, il peut se substituer à de nombreux matériaux qui sont plus énergivores ou à des combustibles qui ne sont pas renouvelables.
et de ce point de vue-là, il peut réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Donc rapidement, si on vient sur la partie construction bois, sur la partie construction bois, 1978 entreprises sur le marché de la construction bois en France, c'est 13 000 emplois, c'est 1,93 milliard de chiffre d'affaires. C'est 30% des extensions sur élévation, 17% des bâtiments non résidentiels, 10% des maisons individuelles, 5% des logements collectifs. Donc on voit que c'est une toute petite part dans le domaine de la construction de bois. Et enfin, pareil, je vais essayer de le faire assez rapidement. Tout ça, ça doit se croiser un petit peu avec des orientations politiques et notamment sur le sujet du logement. Donc nos politiques, elles s'articulent de la façon suivante. Il y a d'abord une stratégie nationale bas carbone, une loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et donc c'est la SNBC qui est introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et qui constitue la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Donc elle concerne tous les secteurs d'activité pour aller vers une économie bas carbone, circulaire et durable, avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc elle fixe des budgets carbone. Et la SNBC, elle a deux ambitions: atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. Donc c'est le cap des décideurs publics à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale. Donc, en quelques chiffres, en 2005, 460 TWh énergie finale consommée par les logements français, c'est 26% de la consommation d'énergie en France métropolitaine. Donc, quand on s'attaque au sujet du logement, quelque part, on s'attaque à un sacré paquet en termes de consommation, pas loin du tiers. C'est 70 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire 23% des émissions en France métropolitaine. Donc là, c'est pareil, en termes de, entre guillemets, budget CO2, quand on s'attaque au sujet du logement, on s'attaque à un gros sujet. Donc l'objectif, c'est d'aller au-delà de 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le logement d'ici 2050. Donc ça, c'est ce qui est fixé par la stratégie nationale bas carbone. Et comment on fait? Il y a deux grands leviers. 1, la baisse des consommations. 2, la décarbonation des vecteurs énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enjeu prioritaire sur le parc immobilier existant avec la rénovation énergétique. Aujourd'hui, il y a un bilan, Florence, tu confirmeras ou pas, ou tu corrigeras, mais qui établit un niveau moyen à 212 kWh par mètre carré par an. Et donc là, l'objectif, ce serait de passer à 90 kWh par mètre carré par an. Réduction de la construction du nombre de logements neufs et des logements, par contre, à très très haute performance, donc inférieur à 30 kWh par mètre carré par an. Et donc là où on s'intéresse à la performance thermique, mais aussi au bilan carbone. Alors, pour ça, il faut des outils de déploiement opérationnel pour un pays pour pouvoir le faire. La RE 2020, c'est l'appareil de déploiement des pouvoirs publics pour engager la mutation des pratiques dans le secteur de la construction. 3 grands objectifs: donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie, diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments, et enfin garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur, puisqu'on sait que ça, c'est ce qui nous attend. Alors, très au détail, quand on est dans le secteur de la construction, le besoin bioclimatique avec une amélioration de 30% par rapport à la réglementation thermique 2012, la sobriété des systèmes avec un recours qui devient de plus en plus systématique à la chaleur renouvelable, biomasse et pompe à chaleur, une analyse en cycle de vie dynamique, la caractérisation de l'empreinte carbone en phase construction, donc ça c'est propre à la réglementation environnementale 2020, et la caractérisation du besoin froid en écart de température intérieure par rapport à un état de confort qui est défini à 28 degrés le jour et 26 la nuit, avec un indicateur en degrés heure qui doit être compris entre 2 bornes, 350 et 1250. Voilà, c'est le nouveau garde-fou. Donc la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment,
alors, si on prend voilà, l'exemple du bois, le bois, lui, va permettre d'atteindre assez facilement les niveaux de performance thermique qui sont attendus par ces nouvelles réglementations. Le bois et les matériaux biosourcés, ils vont être d'une part des ressources végétales naturellement renouvelables et d'autre part des puits de carbone pendant toute la durée d'utilisation. Et à côté de ça, vous l'avez vu dans la partie filière, il y a un intérêt en termes de gains socio-économiques, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des emplois qui localisent de l'activité industrielle sur le territoire. C'est-à-dire que pour tout ce qui va concerner, par exemple, le bois énergie ou le bois d'œuvre, on va être obligé de l'abattre en France, de le transformer en France. Donc là, il y a en termes politiques, eux voient un intérêt en termes de gains socio-économiques. Et enfin, évidemment, baisse de la facture énergétique, donc qui est liée à l'atteinte des niveaux de performance thermique demandés, et émissions de carbone évitées et emplois locaux. Voilà. Bon, ça, je ne sais pas s'il faut s'étaler trop là-dessus. Ouais, si tu peux nous amener sur ta conclusion, ouais, pour qu'on puisse quand même échanger un peu aussi s'il y a des questions. J'en ai pas vu là, mais voilà. Donc, juste, alors pour conclure sur en janvier 2021, le ministère du Logement a demandé un rapport d'étude construction qui a été fait par messieurs Michel et Rivaton, qui ont travaillé sur l'augmentation de la production de construction bas carbone. Donc, ils ont fait un état des lieux du secteur de la construction, où ils ont globalement constaté un secteur de plus en plus atomisé, avec de faibles marges, qui investit peu et qui innovait peu, donc ce n'était pas très glorifiant, avec un deuxième constat qui était complexité grandissante dans le secteur de la construction, augmentation des coûts, non-respect des délais et baisse de la qualité. Et les conclusions du rapport sont en faveur de la construction hors site industrialisée, alors sans parti pris de matériaux ou de ressources, hein, mais c'est vraiment la typologie. Donc, c'est des conceptions et des suivis numériques qui sont globalisés en fait sur toute la chaîne de conception à la livraison. Des sites de production qui ont recours à l'automatisation, et enfin des méthodes de gestion de la production. Et donc ça engage de plus en plus à avoir recours à des éléments, notamment à des éléments de parois préfabriqués, isolés et menuisés au minimum. Et donc la définition du hors-site, si on voulait, ce serait modélisation, préfabrication, industrialisation et mécanisation du montage sur site. Et donc c'est vrai que le bois, lui, va présenter... donc, simplement pour terminer là-dessus, les transformations visées, c'est construire mieux, maîtriser et contrôler davantage la qualité, réussir à réduire les coûts par une industrialisation de la production, construire plus vite et plus respectueusement. C'est vrai qu'à partir du moment où on va commencer à travailler un petit peu plus en atelier, on a beaucoup plus de leviers environnementaux. Et enfin, réduction des nuisances chantiers et amélioration des conditions de travail pour les salariés. Donc, la construction bois, elle est évidemment, quelque part, elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer si tant est qu'elle a une ressource à sa disposition, et c'est un petit peu ça que propose de regarder ce rapide tour de piste là du sujet. C'est que, évidemment, on voit beaucoup là les premiers immeubles de grande hauteur en bois avec des panneaux lamellés croisés, l'ossature bois en façade rapportée, avec des panneaux menuisés qui sont complètement préfabriqués, qui arrivent en camion et puis qui sont levés en quelques jours sur site. Donc la construction bois, elle a évidemment elle peut travailler dans des cycles courts d'approvisionnement avec des sourcings qui sont bien cadrés sur les matériaux. Elle a
elle peut très très bien tirer son épingle du jeu, si tant est que les scénarios d'exploitation de la ressource soient à la hauteur derrière. Et donc là, on entend beaucoup, et je pense que ce sera suivi d'actes, le sujet, il faut faire filière, quoi. C'est-à-dire que la première transformation, qui sont les gens qui plantent, qui abattent, et souvent qui scient, et la deuxième transformation, qui sont les gens du secteur de la construction, hein, globalement, hein, si on reste dans le domaine construction. Donc, ils vont fabriquer des parois, les poser, des structures. Eh bien, ils ont intérêt à envisager de façon très, très corrélée leurs actions de développement. Parce que vous avez vu, c'est la ressource, si elle est renouvelable, elle n'est pas renouvelable simplement, et elle doit faire face aux enjeux et aux perturbations qui viennent de façon un petit peu aléatoire, semer la zizanie dans les approvisionnements de matières premières. Voilà. Alors, je vous avais mis juste à la fin deux petites images qui sont assez encourageantes pour la filière. Donc, ici, Emmanuel Macron devant une K2, qui est la machine emblématique de taille de charpente et d'ossature bois, donc, qui était en visite chez Matisse, qui est donc une famille emblématique dans le secteur de la construction bois. Donc là, on le voit entre les deux frères Matisse. Et puis ici, dans une société d'économie mixte, donc on voit Valérie Pécresse en train de faire le lancement d'une société qui s'appelle Vestac en Île-de-France. Donc là, c'est pareil, c'est un projet qui est intéressant, enfin, je veux dire, ne serait-ce que du point de vue des observateurs qu'on peut être. Faire une société d'économie mixte donc c'est un partenariat public-privé, hein, finalement, dans le domaine de la construction bois, pour essayer d'accélérer le verdissement de la construction dans la région Île-de-France. C'est un geste donc porté par une intention politique, pareil, qui passe pas forcément sous les radars. Voilà. J'ai terminé. Eh bien, écoute, merci pour ce timing qui est très bon. C'est vrai qu'on a bien compris, c'était l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous partager un maximum d'informations pour bien comprendre au-delà du produit. Hein, vous avez bien compris, on n'est pas là pour parler du produit, le bois par rapport à autre chose. C'est plus de bien faire le constat, en fait, qu'effectivement, ce produit a des avantages, des inconvénients, mais qu'on est vraiment sur une problématique de filière qui est assez particulière, parce que la vie d'une forêt, comme tu le rappelais, Maxime, c'est 400, 500 ans. Là, le rythme, la vitesse d'accélération des changements climatiques aujourd'hui est telle qu'on a vu tout à l'heure dans ton exemple, c'est que dans 100 ans, ça ne sera plus la même photographie qu'aujourd'hui. Et donc la question, c'est OK, nos matériaux, ils peuvent répondre à des enjeux de construction, mais comment on organise ce truc avec ce climat et ces conditions qui évoluent un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment toute la complexité de cette filière qu'on a voulu partager. Et je laisse éventuellement le micro à quelqu'un qui voudrait poser une question. J'en ai pas vu, moi, dans le fil, mais je ne sais pas si Chantal, il y en a. Non, non, j'ai pas vu de questions non plus. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. On a quelques minutes pour échanger là-dessus. Merci pour ces mètres cubes d'équivalent Boiron. Hein, moi, j'étais plutôt habitué aux mètres cubes de béton ou aux tonnes mètres linéaires, mais là, voilà, ça c'est déjà une unité que je ne connaissais pas, donc c'est bien de la partager. Oui, Florence, vous avez une question? Et oui, je lance du coup la question, on ne sait jamais, il faut que ça en entraîne d'autres. Maxime, j'espère que ça n'est pas une colle. Dans les deux exemples que tu donnais tout à la fin, est-ce que tu sais d'où proviennent les bois? Est-ce que c'est en local, par exemple, pour la SEM en Île-de-France? Est-ce que finalement c'est européen ou même encore autre chose?
Alors, c'est une colle, Florence. Bon, alors désolé Maxime. Non, je sais pas du tout te dire. Alors, le groupe Matisse, peut-être un peu plus que Vestac, qui est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Le groupe Matisse, lui, il doit surfer avec une majorité de ses approvisionnements en bois européen. Et tout ce qu'il va utiliser ce qu'on appelle en bois massif, ce sera très probablement des bois français, comme la majorité des entreprises de charpente en France, et tout ce qu'on appelle les bois d'ingénierie, qui sont les bois collés, les bois massifs à bouter, les bois contre-collés, les bois lamellés collés, les bois lamellés croisés. Tout ça, en général, ça provient d'Allemagne, parce qu'on a en France et en Allemagne des schémas industriels qui sont très très différents, et au même titre que la forêt est très disséminée en France, la première transformation elle est très très disséminée sur le territoire, mais aussi elle est très hétérogène. On a beaucoup de très petites entreprises qui ont finalement peu de moyens et qui ont énormément de mal à certifier le classement mécanique de leur bois. Et donc, c'est très difficile quelque part, on ne peut pas en coller des bois qui ne sont pas préalablement certifiés à un certain niveau de classement mécanique. Alors qu'en Allemagne, c'est assez différent. Le foncier forestier est beaucoup moins disséminé. L'industrie est beaucoup plus centralisée de la première transformation, et du coup, on arrive à sortir des volumes de bois qui sont beaucoup plus importants, notamment sur ces bois d'ingénierie. Alors, par contre, ces deux schémas de fonctionnement, ils ont leurs qualités et leurs défauts. C'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grande, le fait qu'on ait beaucoup plus d'intervenants en France, on a une beaucoup plus grande stabilité des prix sur des bois qui sont pas forcément de plus mauvaise qualité, mais qui sont pas classés. Alors qu'en Allemagne, on va avoir des bois qui vont être classés, mais avec beaucoup plus de fluctuations sur les prix, puisque l'industrie est beaucoup plus centralisée. D'accord, merci. Intéressant. On a une question d'Élodie. Donc, en France, on a à la fois feuillus et résineux, avec les résineux qui sont majoritairement utilisés sur la construction. Donc, est-ce que la filière bois a prévu de revoir un peu son mix feuillus résineux? Si j'ai bien compris la question, Élodie, évidemment, sinon, vous pouvez compléter. C'est un peu, est-ce qu'il y a prévu qu'il y ait une évolution là-dessus, selon toi, selon tes infos? Ouais, c'est pas du tout évident, parce que c'est vrai que l'usage dans le secteur de la construction d'aujourd'hui est majoritairement orienté vers le résineux, et il y a fort à penser que ça s'intensifie. Aujourd'hui, en fait, mais c'est une super bonne question, c'est la photographie à date qui dresse un portrait avec beaucoup plus de feuillus dans la forêt beaucoup plus, avec un peu plus de feuillus dans la forêt que de résineux dans la forêt française. Par contre, les feuillus viennent généralement à maturité plus tard que les résineux, et dans un objectif d'intensification plus ou moins forte de l'usage des bois dans le secteur de la construction, on privilégiera les résineux. Alors, à plusieurs égards, d'une part, ils poussent plus vite, d'autre part, ils sont souvent plus légers, et ce qu'on va utiliser comme propriété mécanique dans les bois, ça va être globalement sa résistance à la flexion et à la traction. Et on va utiliser aussi beaucoup de bois d'ingénierie, donc des bois collés. Et donc les systèmes d'encollage, ils viennent participer à l'amélioration du classement mécanique quelque part final de l'objet structurel qu'on va vouloir utiliser.
Et donc ça présente plutôt un intérêt a priori en tout cas, de vouloir utiliser des résineux dans le secteur de la construction que des feuillus. Alors, on a d'autres, merci pour ce complément. On a d'autres questions, je ne suis pas certain qu'on puisse toutes les faire. C'est bien, ça prouve que ça crée de l'émulation. Une question sur est-ce qu'on a un retour de la filière bois, question de Maryse, concernant l'application de la doctrine bois BSPP au niveau construction bois Île-de-France. Est-ce que tu as un retour de la filière bois concernant cette application de doctrine que je ne connais pas? Ah non, mais je connais pas. Donc on ne sait pas. Donc on ne sait pas. On a le droit de ne pas savoir. Je ne veux pas m'avancer. C'est pas. Dernier point, donc là on est sur la vulnérabilité des arbres avec changement climatique, chaleur, parasites, etc. La ressource bois ne va-t-elle pas devenir nettement insuffisante? En fait, c'est bien tout l'objet de ce questionnement, c'est-à-dire que, et ça va être un peu ma conclusion puisqu'il est 19 h, c'est que c'est vrai qu'on a traditionnellement sur la construction, on fait référence à des ressources qui classiquement sont issues de la terre, donc sur des ressources qui sont des ressources comptées, donc soit des ressources minérales, soit des ressources minières qui vont aller nous permettre de faire de l'acier, du béton, etc. Là, on est sur une ressource bois qui est une ressource tout à fait vivante. Donc, toutes les activités restent des activités territorialisées. Donc, ça, c'est l'avantage, on va dire. On voit qu'il y a toujours un peu d'importation, un peu de mouvement aux bordures. Mais finalement, le bois, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a quand même de la production nationale. Et là, on est sur quelque chose qui est vivant et qui va évoluer dans des conditions qu'on connaît mal. Parce que tout ça va dépendre de comment va évoluer le climat, comment va évoluer le réchauffement sur les années, les décennies qui viennent. Donc ça, c'est une grande question mystère, on va dire. Mais c'est tout l'intérêt de la réflexion qu'on a souhaité partager avec vous, parce que finalement, ce n'est pas si simple. On n'est pas que sur une réflexion produit, il faut faire tout en bois, tout en béton, ou machin, ou en acier. Là, on est vraiment sur comment on peut imaginer pouvoir concilier les avantages de tous ces matériaux avec leurs inconvénients de façon équilibrée pour aménager tout ça, quoi. Donc voilà, il me reste à vous remercier, en tout cas pour votre participation, et puis à vous inviter à venir nous contacter via les sites qui existent, là, MinPlus, etc. Vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore au niveau du groupe professionnel. Et puis, vous êtes les bienvenus pour participer à ce groupe, pour nous proposer aussi des webinaires. Là, on a eu le bois. Il peut y avoir autre chose. De toute façon, avec les enjeux liés au réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de questionnements sur justement comment construire demain, puisque c'est 25% du problème, on va dire. Donc, l'équation est assez rapide. On a une responsabilité collective sur la façon dont on va pouvoir orienter un peu les politiques et nos façons de faire. Et c'est pour ça qu'on met en place ces webinaires, c'est pour pouvoir partager vos expériences avec le plus grand nombre. Donc, merci en tout cas à toutes. Je vois qu'il y a encore des commentaires qu'on va pouvoir partager encore à la suite de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Félicitations, Maxime. Merci. Et puis, il me reste à vous remercier chaleureusement. Et puis, bien évidemment, Chantal et toutes les assistantes. Et puis, ma très chère co-présidente Florence, merci d'avoir été encore à mes côtés, comme d'habitude. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.